Et on continue notre série sur le rideau de fer. En tout cas, de quoi est-il fait ce rideau de fer? De nombreux articles se sont rajoutés à ma liste. Du coup, c'est comme un espèce de tapis roulant qui avance en sens inverse de la marche. Plus on avance et plus l'objectif s'éloigne. J'espère que ça va pas être trop long à la fin. Donc on va essayer d'aller vite. J'essaye toujours d'aller vite. Ici, on va commencer un nouveau virage qui était donc ce sommet des BRICS, qui est expliqué en général comme étant perçu dans le monde occidental comme étant depuis toujours le BRICS est considéré comme quelque chose d'accessoire. Ça a été un bel espoir et puis en fait petit à petit grâce à un travail de fond ça a été laminé de façon à être mis au second plan. Mais il n'empêche que ce BRICS finalement aujourd'hui devient vraiment prépondérant, ouais, et d'une importance capitale. Et donc la question de quoi est fait le rideau de fer, bah, il y a de ça, des BRICS. Là on a le discours de Xi Jinping, donc, que moi j'aime bien parce qu'il a fait ses études à côté de chez moi, à Boulogne-Billancourt. Et qui est l'ennemi principal des États-Unis. C'est intéressant donc de savoir ce que pense et comment parle Xi Jinping. On n'entend pas souvent parler. Et donc c'est toujours intéressant de suivre son discours. C'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas de complexité dans ce qu'il dit. Ce sont des mots simples, des idées simples. C'est clair, c'est concis, c'est efficace. C'est un petit discours. Et il n'est pas du tout méchant, hein. Il commence en disant aujourd'hui le monde traverse des changements rapides, jamais vus depuis un siècle. Là-dessus, il rejoint tous les analystes comme Glaziev. L'épidémie Covid-19 continue de se propager, l'humanité fait face à des défis inédits et le développement mondial est entré dans une nouvelle phase d'instabilité et de transformation. Voilà, quand je dis que ce sont des mots simples, c'est aussi des grands concepts. Comme le disent les Chinois, l'or véritable est à l'épreuve du feu. La valeur n'attend pas le nombre des années, ou on peut interpréter comme on veut. En tout cas, ça c'est une citation qui signifie bien ce que ça veut dire dans le contexte où l'or remplace le dollar. C'est très intéressant comme citation. Et donc depuis 16 ans, le navire géant des BRICS a avancé vaillamment contre les vagues et tempêtes violentes, frayé la voie prometteuse du soutien mutuel et de la coopération gagnant-gagnant. Ça, c'est le slogan de la Chine. À la croisée des chemins de l'histoire, nous devons à la fois passer en revue le chemin parcouru pour nous rappeler l'engagement initial des BRICS et nous tourner vers l'avenir pour construire un partenariat de haute qualité, plus global, plus étroit, plus pragmatique, très intéressant, plus inclusif, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement oui, parce que c'est pas le même mot qu'on utilise en Occident, c'est un mot qui veut dire ce que ça veut dire. Et entamer une nouvelle marche de la coopération des BRICS. Et donc voilà comment il introduit le sujet. Ensuite de quoi il présente 4 points, 4 articulations essentielles de ce nouveau virage en fait. Donc là il s'agit, dans le premier point, il parle de l'architecture, surtout de sécurité, donc d'entraide entre ces pays. Donc ça c'est un point très important. Le deuxième point, c'est l'interconnexion des chaînes industrielles pour la sécurité alimentaire, en tout cas ce qu'il appelle une coopération sur les chaînes d'approvisionnement. En 3, il s'agit de principalement dynamiser les secteurs novateurs comme l'intelligence artificielle, etc. Donc la partie numérique est très centrale dans la stratégie. Il y a un centre d'innovation du partenariat des BRICS, un forum sur les mégadonnées et le développement durable, un partenariat sur l'économie numérique, une initiative de la coopération dans la transformation numérique de l'industrie manufacturière et un réseau de centres de transfert de technologie et même un mécanisme de coopération spatiale. Et principalement pour finir une alliance qu'il appelle pour l'enseignement professionnel
euh, afin de constituer un vivier de talents permettant une coopération, etc. Il faut savoir qu'en Chine, ils ont des dizaines de milliers d'ingénieurs très hautement qualifiés qui sont déjà des bombes, ce qui vraiment nous place, nous, ici en France, comme un pays du tiers-monde par rapport à ce niveau-là. Et enfin, il est question de la structure externe des BRICS, c'est-à-dire son ouverture aux autres pays qui voudraient s'y associer. Donc d'où le terme de l'inclusivité dans le cadre des partenariats de type gagnant-gagnant. Donc il s'agit d'un modèle de coopération et comme il le dit, il n'a cessé de gagner en profondeur et en ampleur. Et comme ça a été le cas cette année, de nombreux pays ont voulu s'associer aux BRICS et donc ce sans frais, comme il l'appelle, permet d'insuffler un nouveau dynamisme à la coopération des BRICS, joli texto ce qui est écrit là, et d'accroître la représentativité, etc. Bref, voilà. Il termine en disant que tout ce qu'ils sont en train de faire aura une importance cruciale pour le monde. Et il s'agit de construire une communauté d'avenir partagée. Et évidemment, de bâtir un avenir meilleur, hein, ça c'est de la politique. Hein. Ce qui est bien, c'est que cette intervention n'est pas la première. La première était celle de Poutine. Et c'est là que c'était intéressant aussi. Parce que Poutine, c'est quand même du franc-parler. Hein. Surtout dans son discours, de ce que je me souviens, il avait principalement balancé des chiffres, des tonnes de chiffres, sur les nombreux succès qui ont été acquis. Ici, il est question d'une réserve internationale de monnaie basée sur un panier de monnaie des BRICS, des pays des BRICS. Poutine, le système russe de messagerie financière est prêt pour les BRICS, donc c'est le SPFS qui remplace le SWIFT. La Chine appelle à l'élargissement des BRICS, ça c'est ce qu'on a vu. Les BRICS développent une monnaie de réserve mondiale. Le discours complet de Poutine. Xi Jinping appelle les BRICS à s'unir contre les sanctions unilatérales. C'était dans un des passages. Les BRICS sont le meilleur espoir d'un ordre mondial plus juste, concurrent de l'ordre mondial des autres. Le BRICS Plus revient avec beaucoup d'ambition, une nouvelle échelle d'ambition. Le BRICS devient un collectif non-occident, anti-occident, comme je le nomme souvent. Voilà, et encore les BRICS annoncent une nouvelle monnaie de réserve mondiale. D'autant que pendant ce temps-là, les Américains ont commis un suicide économique. C'était déjà tout un épisode. J'ai été vite là-dessus. Hein. Le sabordage de la paix en Europe par Thierry Messant. Donc on aura un autre article de Thierry Messant encore après, parce que ça va vite, il y en a un par semaine. Comme on l'a vu de l'extérieur, on parle de suicide économique. Et ben, c'est toujours la même histoire. Et vu de l'intérieur, de l'Occident, il s'agit de reprendre des initiatives qui ont été abandonnées, ou en tout cas qui pourraient faire concurrence à celles qui sont menées en Eurasie, sans aucun espoir de succès, mais bon. Donc il y a un projet qui s'appelle Intermarium, jamais entendu parler, qui est un projet centré sur la Pologne et le Grand-Duché de Lituanie du XVIe et du XVIIIe siècle, qui promettait aux hommes de grands succès techniques. On dirait qu'ils ont vécu 300 ans, les gens qui sont là, et qu'ils sont encore attachés à leur vieille perception du monde. Bon, on va passer vite. Non, ça c'était tout un historique. La Russie poussière du Conseil de l'Europe. Là, on en revient jusqu'en 1949. La Russie empêchée de participer aux réunions de l'OSCE. Les documents signés par 57
chefs d'État des gouvernements de l'OSCE n'ont plus de valeur, mais l'administration de cette organisation est devenue une arme de guerre. En définitive, elle ne pourra jouer son rôle de forum. L'architecture de sécurité du continent européen se transforme donc radicalement. À terme, l'Europe centrale va se constituer en un seul bloc, d'abord au sein de l'Union européenne et de ses candidats, puis hors de l'Union, etc. Mais ce projet, s'il est réalisé, sera instable. D'abord parce que les Européens de l'Ouest ont toujours besoin de la Russie, et ensuite parce que si on veut qu'une paix soit durable, il faut respecter l'ensemble des protagonistes, etc. En détruisant toutes les institutions de sécurité du continent, on rend inévitable un conflit généralisé. Bon, si vous voulez avoir tous les détails de la stratégie et l'articulation et les engrenages qui ont conduit à la situation actuelle dans la tête des politiciens et des stratèges, parce que eux, ils ont ceci, ils ont ces choses-là, ils ont ces données à l'esprit quand ils agissent. Ça fait partie de leurs contraintes de réflexion, et donc c'est quand même extrêmement profitable de pouvoir avoir ces appréciations historiques qui, qui guident le comportement des Occidentaux dans leur catastrophe. En ça, c'est toujours très instructif de lire ces articles-là. C'est difficile à résumer, mais bon. C'est pour ça qu'il faut le lire. Modèle d'effondrement en 5 étapes a-t-il encore un sens là? Ici, Dimitri Orlov nous expliquait que son bouquin qu'il avait écrit à l'époque, qui était certainement un très bon bouquin et dont il est très fier, il y a 14 ans, décrivait 5 étapes de l'effondrement. Et il se demande aujourd'hui, enfin c'est pas qu'il se demande, c'est qu'il constate que ce qu'il appelle son système d'effondrement en cascade, où un des pions entraîne l'autre, n'est pas exactement ce qui se produit, en tout cas dans la situation actuelle où on a un plan de secours qui se met en place en même temps. Donc c'est plus compliqué que ce qu'il avait prévu au départ. J'aime bien au début de cet article, là, le modèle d'effondrement, il fait une analogie avec les systèmes informatiques et les développeurs. Alors là, je suis forcément ravi de jouer et enchanté. C'est un truc que j'ai copié sur mon LinkedIn. Il explique, bon, au départ, voilà, pourquoi son modèle de cascade est dépassé. De la même manière, enfin, le modèle en cascade, c'était au départ les 5 étapes. Il s'était basé sur les processus du deuil, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Et puis il a brodé à partir de ça en mettant un système en cascade. Et ce système est périmé, dépassé, de la même manière que dans le développement logiciel, la première perception qu'on avait, c'était de recueillir les besoins, rédiger la conception, coder, tester, débugger et lancer. Et évidemment, cette façon de procéder est au-delà de ce qui est tout pourri, inutile, totalement incompatible avec la réalité. C'est purement théorique, mais en réalité, c'est loin, loin, loin d'être comme ça. Parce qu'évidemment, on a introduit le terme d'itération, donc on a beaucoup d'allers-retours entre un point et un autre. Le test, le débugage, la conception, on peut très bien revenir aux besoins à peine on est arrivé à la fin, on recommence tout, etc. Il y a des itérations dans tous les sens, donc cette façon de concevoir linéaire est irrationnelle. Et là où il me fait plaisir, c'est parce qu'il critique ça, il critique la méthode actuelle qui est utilisée de développement logiciel, qui consiste à faire un développement progressif, des versions bêta, des lancements progressifs, etc. On a un développement continu, etc. Une amélioration continue, une maintenance continue. Et au fur et à mesure que les exigences changent et que de nouvelles fonctionnalités sont greffées sur les anciennes, le logiciel accumule des résidus, des tissus cicatriciels, sous la forme de code mort, d'énormes bibliothèques des fonctions qui sont à peine utilisées, d'autres qui sont d'une inefficacité flagrante, et généralement avec d'une manière si stupide de faire les choses que c'est effarant quand on est développeur et qu'on voit ça. Et ensuite, on a un système de refactoring, donc on recompose les fonctionnalités qui ont été écrites jadis par des personnes qui sont décédées et tombées en poussière depuis longtemps. Et c'est toujours une occasion, ce refactoring, d'oublier la moitié des choses, évidemment. Et donc le système logiciel finit par former une grosse boule de boue et de subtils bugs qui se cachent partout, où tout est connecté à tout le reste de manière inexplicable. On appelle ça le spaghetti.
Il est alors temps de réécrire l'ensemble du système à partir de zéro, mais comme personne ne sait plus vraiment ce que le logiciel est censé faire, là on est dans l'analogie, cela ne peut pas non plus être fait, et puis c'est un travail qui est gigantesque, et il est alors temps pour les chefs de projet de retourner pleurer abondamment en maudissant leur sort. Et c'est... J'ai tellement à dire là-dessus. Enfin, en tout cas, nous, on a évité ça. Notre logiciel qui existe depuis 2004, qui permet que vous avez sous les yeux, là, qui fonctionne, qui affiche ces choses, euh, d'une manière... tiens, hop, je te montre. Tu vois, on a ma JPEG. On a créé notre manière de faire les choses. On a un refactoring, il est en italique, tu vois. Et on a créé un système qui ne subit aucun vieillissement. On a créé un paradigme de création de logiciels qui est imperméable aux effets du temps en fait, parce qu'on peut constamment l'améliorer et ajouter des choses et virer ce qui est ancien sans rien abîmer du logiciel. En fait, plus il progresse en complexité et plus il est puissant et rapide à l'exécution. Donc nous là-dessus, on n'a pas du tout les problèmes que l'industrie de l'informatique peut avoir, parce que c'est ça l'inconvénient de travailler dans des grosses équipes où les gens ne s'entendent pas forcément et personne n'a pas le niveau, tout le monde n'a pas même niveau d'implication, etc. Bref, ce sont des systèmes qui sont hétérogènes, faits par des gens hétérogènes et qui aboutissent à des résultats qui sont inconsistants. Et ça, c'est typique du système capitaliste financier tel qu'il existe aujourd'hui, le système social, le système mondial, ce qui fait vivre le monde. Quel est ce système? Quelle est sa définition? En quoi il consiste? Eh bien, il consiste principalement en ça, en ce qu'on arrive à obtenir grâce à l'informatique. On peut le voir en miniature dans le monde des logiciels. On arrive à produire une énorme catastrophe dont personne n'est responsable. C'est quand même sidérant, hein. Et moi, je trouve ça vraiment très pertinent de s'appesantir sur ce détail parce que c'est une très bonne manière d'expliquer le genre de problème auquel on est confronté. L'impossibilité de repartir de zéro aussi, parce que évidemment c'est phénoménal comme travail. C'est aussi dommage de perdre tout ce qui a été fait, et en même temps, dans tout ce qui a été fait, il n'y a rien qui est récupérable. C'est la merde. Donc voilà, c'était juste pour dire ça sur cet article. Après, le reste, il en parle en détail. Donc, y a-t-il des bonnes nouvelles là, dans ce bordel monstre? Oui, bien sûr, les 69 pays qui sont actuellement présents au Forum économique international de Saint-Pétersbourg sont impatients de signer des accords de coopération et de développement économique dans un nouveau modèle de développement économique post-capitaliste en cours d'élaboration, dans lequel l'objectif n'est pas l'accumulation de capital, mais le bien-être de la société. Ça, tu vois, je te le souligne 3 fois, et en rouge, et en vert, et en violet, pour que tu puisses bien le voir. Pendant ce temps, la Troisième Guerre mondiale se termine non pas par un coup d'éclat, mais par un gémissement. Elle sera menée jusqu'au dernier Ukrainien nazi, parce que de toute façon c'est eux qui payent, hein. Ils sont là pour ça. Du moins tant qu'ils passent pas dans le camp russe, vite fait. Bref, la Russie a démilitarisé uniquement l'Ukraine. Mais elle démilitarise maintenant tout l'OTAN, en détruisant aussi les armes de l'OTAN qu'elle envoie en Ukraine. Et cette idée qui est dans cette phrase, on va la retrouver dans un autre article plus tard sur ce que fait au final la Russie en Ukraine, et a une portée similaire et symboliquement appliquée. Donc ça c'est un terme, symboliquement appliqué. Comment on va dire ça? Quand la symbolique a un effet sur la réalité. Par incidence, on va dire, voilà. Un effet par incidence sur le reste du monde en imprimant une structure de fonctionnement. Donc, en fait, ce qui se passe en Ukraine est comme une espèce de moteur technique, architectural, on va dire, qui montre par l'exemple de quelle manière le monde va se transformer. Mais ça, on le verra dans un ou deux autres articles qui arrivent après. Bref, ici, il nous raconte que la Russie a démilitarisé l'Ukraine et finalement, de facto, tout l'OTAN avec. Ils ont une récolte de céréales qui est phénoménale. Ils vont pouvoir atténuer la famine dans le monde.
Bref, toutes les bonnes nouvelles sont en Russie et toutes les mauvaises nouvelles sont pour nous. Reconfiguration du monde. Afrique courtisée, convoitée, tiraillée. J'aime bien Leslie Varenne, c'est une très bonne analyste, elle apparaît pas souvent, mais c'est toujours avec une grande efficacité. Elle est assez spécialisée sur les questions de l'Afrique. Et donc en gros avec alors cette série de sommets, le G7, le BRICS, etc. La grande question qui est posée aux autres pays non alignés, c'est de bien choisir leur camp et chacun avance ses pions sur le précaré français qu'est l'Afrique. Alors tiens donc, on a le Togo et le Gabon qui prêtent allégeance à la couronne de Grande-Bretagne. Elle explique que la stratégie consiste simplement à entériner le divorce avec Paris, même si les deux pays restent francophones quand même. Donc c'est pour ça qu'elle parlait d'avancer ses pions. Du coup, la Grande-Bretagne est à la manœuvre du lobbying intense mené depuis quelques années. Le Tony Blair Institute for Global Change est de plus en plus présent en Afrique francophone. C'est pas bon ça. Ça c'était donc en fait pour parler du sommet du Commonwealth qui avait lieu à Kigali. Au même moment où se tenait l'autre sommet des BRICS, dont le président indien Narendra Modi, président de l'Inde, appartient aux deux entités, à la fois occidentale et à la fois BRICS. Donc on a pu le voir à la fois au G7 et au BRICS. Mais là, comme les deux avaient lieu en même temps, il a préféré aller au BRICS et envoyer un représentant à Kigali. En l'occurrence, c'est normal. On a le Mali et les Centrafrique qui font du pied pour s'intéresser aux BRICS. L'Argentine, l'Indonésie aussi sont intéressés par la mise en place d'un monde multipolaire basé sur le droit international et la charte de l'ONU, la vraie. Les partenariats gagnant-gagnant et le respect de la souveraineté de chaque État. Ça ne peut intéresser que tout le monde, ça. Hein. C'est ça que vend le BRICS. Et donc, alors, c'est marrant ce qu'il a dit sur le G7. Où ils affichent leur tenue décontractée. Pour rappel, lors de ce sommet, Jacques Chirac a toujours gardé la cravate en refusant obstinément de se prêter à cette mise en scène infantile. Ça veut dire que ça fait partie des traditions du G7 de faire sauter la cravate. C'est pour ça que Poutine disait mais jusqu'où ils vont aller? Ils vont enlever leurs pantalons à la fin. Bon, ou notamment ils ont discuté de leur fameuse initiative Build Back Better. Donc ça c'est le concurrent des routes de la soie. Donc il doit lever 600 milliards de dollars pour des investissements à destination des pays à faible revenu intermédiaire, mais dont on sait qu'on ne verra ni la couleur, ni le début, ni la fin, et que c'est déjà un projet mort-né. Par contre, aucun investissement n'est fait en Afrique, là où il s'agirait de repousser la Russie, notamment au Mali, Centrafrique et République démocratique du Congo, puisque eux, ils ont lancé leur coopération militaire avec Moscou. Donc, ils auront droit à pas un sou. Comme quoi, c'est pas vraiment la famine qui les intéresse. Au contraire, ils sont en train d'essayer de monter un projet de loi qui vise à contrer l'influence des activités malveillantes du Kremlin sur le continent africain. Avec à la clé l'habituelle boîte à outils des sanctions. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et enfin, à ce moment-là, au moment où l'article était écrit, il restait encore à subir le sommet de l'OTAN pour savoir à quoi l'Afrique devrait s'attendre dans ce basculement des plaques tectoniques. Tiens, c'est marrant parce que ce terme il réapparaît aussi souvent. Elle pose la question, se dirige-t-on vers une OTAN plus active ou même carrément un OTAN africain? Question à suivre. Derrière le rideau d'étain, BRICS Plus contre OTAN G7. Là, on est juste au moment où a lieu le sommet de l'OTAN et après les deux précédents sommets. C'est la série des sommets fin juin.
C'est le moment où les politiciens travaillent en fait, et ils partent en vacances, et ils discutent, et c'est leur travail de l'année en fait. Après c'est terminé, ils sont tranquilles. Donc là, fin de saison, tout le monde fait son petit boulot, discussion, tous les sommets ont lieu en même temps, en concurrence les uns avec les autres, ce qui n'est pas très sympa. Et du coup, on a un certain Pepe Escobar qui arrive pour faire le commentaire de cette histoire. Et évidemment, on va bien rigoler. L'Occident est pris dans la nostalgie des politiques d'endiguement dépassées, cette fois contre l'intégration des pays du Sud. Malheureusement pour eux, le reste du monde avance ensemble et sans eux. C'est triste quand on a ce mot-là, sans eux. Le premier paragraphe, en général, c'est un morceau qui a été pioché dans le cœur de l'article et qui souvent a une meilleure résonance quand on le lit en entier et qu'on arrive ensuite là-dessus. Ça fait le rebondissement. Ça commence comme ça en fait. Il était une fois un rideau de fer qui divisait le continent européen. Inventé par l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, cette expression faisait référence aux efforts de l'Union soviétique de l'époque pour créer une frontière physique et idéologique avec l'Ouest. Ce dernier, pour sa part, poursuivait une politique d'endiguement contre la propagation et l'influence du communisme. Avance rapide jusqu'à l'ère contemporaine. Je ne fais pas très bien l'avance rapide, hein, mais excusez-moi, je l'ai essayé quand même. Il existe désormais tout ce qu'il convient d'appeler un rideau d'étain, fabriqué par l'Occident collectif, craintif, désemparé, via le G7 et l'OTAN, cette fois pour essentiellement contenir l'intégration des pays du Sud. Donc le premier exemple de ces intégrations, évidemment, est l'émergence du BRICS+. Il y a tout ce microcosme du Sud global. C'est encore lui qui a inventé ce terme et qui se propage. En anglais, du coup, on dit juste le Sud, mais bon, c'est pas très parlant. C'est un peu comme Occident collectif. Ça veut dire que c'est une collectivité associée à un décideur, les États-Unis, qui a une culture et une philosophie commune, l'occidentalisme. Donc on l'appelle l'Occident collectif. Et le Sud global, c'est un peu la même idée. Ce sont tous les pays qui ont été rejetés, maltraités, piétinés, dévastés, pillés, maltraités, insultés, traités comme de la merde, jetés dans la pauvreté et la famine par tout le monde. Bref, tout ce qui est en bas, là, qui sert à rien. C'est-à-dire, en fin de compte, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Asie occidentale, l'Afrique, l'Amérique du Sud. C'est vraiment global, hein, ça fait tout le tour. Donc là, il fait une citation c'est pour ça que je n'ai pas parlé en détail tout à l'heure, parce que je savais qu'on y viendrait. Des points sur lesquels est revenu Vladimir Poutine au moment de son allocution au BRICS, où notamment, précisément, il évoque les relations qu'il veut avoir avec ce Sud global, grâce à sa nouvelle architecture systémique en fait. La Russie remplira ses obligations en matière de fourniture d'énergie et d'engrais. La Russie s'attend à une bonne récolte de céréales, assurera le passage des navires. À ce titre, il rappelle d'ailleurs que la situation négative des céréales en Ukraine est artificiellement gonflée, volontairement, et que l'inflation que les pays du Sud subissent est due à l'irresponsabilité des pays du G7. Et que ce déséquilibre et cette érosion du droit international est le résultat inévitable de leurs actions. Et c'est là que, tadam, il a abordé le thème clé des BRICS, qui est la conception et la mise en œuvre d'une monnaie de réserve internationale. En commençant par dire que le système de messagerie financière russe était ouvert à la connexion avec les banques des pays des BRICS. Donc on l'a vu tout à l'heure. D'autre part, la couche au-dessus, le système de paiement russe MIR étant sa présence dans tous ces pays. Donc c'est un système de carte bleue en fait. Et enfin la troisième couche, c'est la possibilité de créer une monnaie de réserve internationale basée sur le panier de devises de BRICS. Qui donc, on a vu tout au début de notre série que le terme panier de devises s'est subrepticement implanté à la place du terme panier de matières premières.
C'est très très important de voir cette nuance. Et donc, dès maintenant, Poutine a lui-même euh, transformé le, le fonctionnement interne de cette future monnaie en un panier de devises et non plus en un panier euh, de monnaie basé sur les matières premières. Pour ça, je vous renvoie à l'article de Alastair MacLeod qu'on a vu au début. Hein. Bref, ça ne va pas empêcher, en tout cas, ou ça va juste ralentir la dédollarisation. Je veux dire, par rapport à un panier de basé sur les matières premières, où là, la dédollarisation aurait été immédiate et brutale. Il n'est toujours pas question de l'empêcher, évidemment. C'est de toute façon ce qui se passe à cause de leurs actions. Ça, il y aura un article qui va nous sortir une belle explication de ça juste après. Comme on sait, hein, pour l'instant, il y a encore 80% des échanges internationaux qui se font en dollars. Mais bon, d'ici 2030, un quart de la demande du pétrole de la planète proviendra de la Chine et de l'Inde. Et commentaire de Pepe Escobar, les RIC, des BRIC, ne peuvent pas non plus risquer d'être exclus d'un système financier dominé par le G7 pour l'instant, même si l'Inde joue les funambules et commence à comprendre que ça va peut-être pas être si facile. La question, ça c'est aussi un passage qui a été repris dans d'autres articles, qui parle au nom de la communauté internationale? Au stade actuel, les BRICS représentent 40% de la population mondiale, 25% de l'économie mondiale, 18% du commerce mondial et contribuent à plus de 50% de la croissance économique mondiale. De ce fait, l'initiative pour le développement mondial lancée par la Chine peut être considérée comme un mécanisme de soutien de la stratégie globale soutenu par l'initiative Ceinture et Route, Belt and Road Initiative, constituée, dit-il, de corridors économiques reliant l'Eurasie jusqu'à la péninsule occidentale. Et j'ajoute qu'il est l'objet de nombreuses batailles juridiques sur le terrain pour empêcher les uns de passer, forcer à passer par ailleurs, etc. Enfin, c'est très compliqué à mettre en place à chaque fois. Il y a beaucoup de tensions et en tout cas beaucoup de freins à cette initiative qui consiste à dynamiser la coopération internationale. Donc pour l'instant, on fixe des objectifs simples, des priorités, réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, réponse au Covid, etc. Industrialisation, infrastructure numérique. Ce qui fait que cette IDM, Initiative pour le développement mondial, va progresser en tandem avec l'initiative Belt and Road. Et même si des difficultés rencontrées sont dues aux sanctions américaines, qui sont paralysantes, bloquantes, marginalisantes. Enfin, en tout cas, c'est pas au niveau du G7 et ni même de l'OTAN qu'on va parler de développement durable. Hein. C'est plutôt chez les autres. Et finalement, les 7 du G7 se retrouvent un peu tout seuls, 7 contre le monde, dans leur fameuse lutte contre l'impérialisme de Poutine. Et alors qu'ils s'occupent pas trop de la lutte contre la faim, la pauvreté, la crise sanitaire, nanana, changement climatique, rien à foutre. Et là, il fait un petit commentaire sur le fait que Scholz, qui quand même essaye d'être gentil, si j'ai bien compris, même si j'ai toujours des réticences, mais bon, par rapport à ses supérieurs qui ont l'air vraiment très 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 méchants, lui, il a essayé de lancer une initiative justement pour... Enfin, une initiative à la mode occidentale, ça veut dire que c'est juste des paroles. Hein. Quand c'est les Chinois qui font une initiative, ça veut dire qu'il y a des bulldozers qui se mettent en marche. Mais en Europe, ça veut dire j'ai signé un papier. Enfin, j'ai envie de signer un papier. On discute pour savoir si on a envie de signer un papier. Donc, dans ce qu'il appelle un plan Marshall pour l'Ukraine, alors ça c'est ridicule, évidemment. Non, mais surtout pour contre la lutte contre la faim et la pauvreté et la crise sanitaire et le changement climatique. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on peut leur reprocher de ne pas prendre en considération sérieusement, qui justement est avancé comme étant un objectif qui va être atteint
grâce à leurs actions qui consistent à faire, par exemple, un plan Marshall pour l'Ukraine ou n'importe quoi. Bref, ils se servent de ce que les gens veulent entendre comme d'un motif explicatif et une justification de leurs actions, quelles que soient ces actions et aussi stupides qu'elles puissent être, et même si elles n'ont aucun rapport. Je suis un peu violent dans ma façon de le dire, mais c'est ça, hein. C'est ça l'idée. Ils sont vraiment dans un esprit publicitaire en fait. Peut-être que c'est sincère, hein, qui sait. Mais si c'était vraiment sincère, on ferait en sorte que ça marche. Et pas en sorte que tout se pète la gueule et que la situation soit pire après qu'avant, quoi. Donc, nous dit Pepe Escobar, l'idée que le G7 puisse travailler à prévenir une famine catastrophique, selon Scholz, atteint un paroxysme de ridicule. Puisque la famine qui se profile est une conséquence directe de l'hystérie des sanctions imposées par le G7. Mais putain, mais merde quoi, hein. Et le fait que Berlin ait invité l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et le Sénégal en tant que petits ajouts au G7 a servi de soulagement comique supplémentaire. Tu m'étonnes qu'ils sont pas venus. Ils étaient invités pour être à l'arrière-rang de la salle. On leur aurait apporté des chips et un verre d'eau. Parking payant quand même. Le rideau de fer est levé. Il serait vain d'attendre de l'étonnante collection de médiocrités réunies en Bavière, sous la houlette de la dirigeante de facto de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il serait vraiment vain d'attendre une quelconque analyse substantielle sur l'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales et les raisons qui ont contraint Moscou à réduire les flux de gaz vers l'Europe. Rien que de prononcer la phrase de cette manière est presque faux, parce que contraint, oui, d'accord, mais voilà, il a vraiment été contraint, hein. C'est pas de sa faute, hein. Au lieu de ça, non, ils ont blâmé Poutine et Xi tant qu'à faire, hein. Le méchant riche, le méchant puissant, qui parle sérieusement, qui dit des choses sensées et que tout le monde écoute, contrairement à eux. Bref, bienvenue au Rideau d'étain, une réinvention du 21e siècle, de l'intermarium. Et là tu dis, tiens, mais au fait, ça me dit quelque chose ce mot. Alors ça c'est la version anglaise de l'article qu'on a vu tout à l'heure, justement, qu'on va voir, c'est lui. Soit si vous êtes avec nous, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes un défi systémique, ça c'est le prochain article de Pepe Escobar, donc il en parle encore dans son article d'après celui qu'on est en train de voir, ça c'est la traduction anglaise, ça c'est celui qu'on est en train de lire, ça c'est la traduction anglaise de celui qu'on est en train de lire, et là on l'a vu tout à l'heure ici, hein, dans le sabordage de la paix ici, de Thierry Messant, où il parlait effectivement de l'intermarium, et c'était ça l'intérêt de lire cet article en détail. L'initiative des trois mers, intermarium, à Riga, n'est-ce pas que c'est intéressant? On en apprend des choses. L'Ukraine partage le projet polonais d'Intermarium, une alliance de tous les États situés entre la mer Baltique et la mer Noire, c'est-à-dire tout ce qui est bleu foncé ici. Intermarium contre l'Union européenne. C'est parce que les dirigeants politiques polonais et ukrainiens misent sur ce projet commun de confédération Intermarium que le président Zelensky a pu envisager sans rougir de céder la Galice orientale à la Pologne. Cependant, dans les deux pays, l'extrême droite, au sens totalitaire de l'entre-deux-guerres, entend utiliser cette politique pour faire avancer ses idées raciales. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc c'est intéressant, hein, de voir des choses, comme je le disais, comme je le répète assez souvent, qui ressurgissent du passé tels des fantômes qui se lèvent de leur tombe. Des mots qu'on avait oubliés, des concepts qui étaient enterrés, hein, qui soudain ressurgissent et entrent à nouveau dans l'esprit des dirigeants, des décideurs ou des gens qui se posent des questions, des analystes, des historiens. Tiens, entre parenthèses, c'est pas un mot qu'on voit souvent. Je vais essayer de l'étudier. Allez hop, c'est parti. Étude. Clac. Ah bah oui, dis donc, 33 références trouvées dans 3 gigas
et demi de données, dont 13 assez récemment. Donc voilà, c'est pas un mot qu'on voit souvent, hein. Fais voir un peu. Déjà là. Ah, Xavier Moreau, ok. Instrumentalisation musicale. Ah, dans Rendre le nazisme grand à nouveau, Pepe Escobar l'avait déjà utilisé ici. Declan Hayes. Thierry Messon en parlait. Dans Israël abasourdi par les néo-nazis ukrainiens. Valérie Bougot en parlait dans l'Empire britannique du 4e Reich. Initiative des Trois Mers, portée par la Pologne. Tiens donc. Ah bah, Andrew Korybko, dommage qu'il ne soit pas référencé. D'ailleurs, cet article-là, on devrait le relier gentiment avec celui de Thierry Messon. Ce serait sympa. Bref, c'était pour dire. Bref, ce rideau d'étain, donc il se distingue par du rideau de fer par le fait que il ne s'agit plus de bloquer les échanges, les tractations entre des blocs continentaux, mais plutôt de sanctionner ces tractations et ces échanges. Ce fameux rideau d'étain, donc, qui est une réinvention du XXIe siècle de l'intermarium, orchestré par l'empire du mensonge avec l'Ukraine occidentale absorbée par la Pologne et les trois nains baltes, c'est-à-dire la Bulgarie, Roumanie, Slovénie, et même la République tchèque, et même la Suède, et là même la Finlande, qui aspirent stupidement à devenir membres de l'OTAN, et qui seront ainsi protégés contre la menace fantôme russe. Alors maintenant que la Grande-Bretagne a retrouvé un rôle, le statut d'État, un rôle oui, d'État insulaire sans importance, du coup on peut s'interroger sur le rôle de l'Union économique européenne, l'Union européenne simplement. Elle n'est pas économique, elle est idéologique. Qui, hormis de faire des catastrophes, ne produit rien de positif. Elle fait pas moins de 60 directives européennes sont publiées chaque année, qui doivent à chaque fois être transposées dans le droit interne de chaque État, enfin du moins tant qu'il y a encore des États. Ensuite, il y a 10 000 décisions européennes dans lesquelles des experts émettent des recommandations à chaque gouvernement, qui sont directement sortis de la tête des penseurs néolibéraux à propos de leurs dépenses, des revenus, des réformes à faire. Déjà, dans ce cadre, les élections de chaque pays de membres de l'UE n'ont aucun sens, aucune signification propre, puisque les Macron, Scholz, Draghi ne sont que des exécutants de cette politique européenne. Il n'y a aucun débat démocratique, d'ailleurs c'est interdit. Et en tout cas, la démocratie, tout comme les valeurs européennes, soi-disant, ne sont que des écrans de fumée vaguement publicitaires, avec des vieux néons qui grésillent dans la nuit brumeuse. Et le véritable gouvernement, enfin la gouvernance, est exercée par une bande d'apparatchiks, choisis par compromis entre les pouvoirs exécutifs agissant de manière suprêmement opaque. Personne ne sait d'où ça vient. Ce qui fait que la communauté européenne est hors de tout contrôle. C'est ainsi qu'une médiocrité stupéfiante, comme la Ursula von der Leyen, apparemment la pire ministre de la défense de l'Allemagne moderne, a été catapultée pour devenir l'actuel Führer de la communauté européenne, dictant leur politique étrangère, énergétique et même économique, en donnant des ordres à tout le monde de façon erratique. Ça, c'est moi qui rajoute, hein. J'aime bien rajouter des trucs. Pour Pepe Escobar, tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une entrée en matière avant le plat principal, qui sera une confrontation acharnée à travers l'Asie-Pacifique, qui d'ailleurs ils veulent rebaptiser Indo-Pacifique tant qu'à faire, en appliquant le modèle qui a été utilisé en Ukraine, dans le but de contenir la BRI et l'IDM
de la Chine. Les BRICS, eux, de leur côté, sont, alors il explique, synonymes de multilatéralisme. Il met l'accent sur le développement mondial, la coopération pour la reprise économique et l'amélioration de la gouvernance mondiale, et surtout la souveraineté des États, l'autodétermination. C'est moi qui rajoute. Et en face, il y a une espèce de combo impérial AUKUS, Quad, IPEF. Quelle que soit la signification de ces sigles, qui fonctionnent de façon unilatérale, procède par le racket, fait usage d'une mentalité de guerre et d'exploitation des pays en développement. Pour l'instant, un des plans du G7 est, ce qui réussit à sortir de leur cerveau réunis et combinés, ça a été un plafonnement des prix des exportations russes de pétrole. Et si ça venait à se produire, évidemment, il n'y aurait aucun mal à contrer ça, tout simplement en réduisant l'approvisionnement. Poutine, entre parenthèses, avait dit que si vous limitez les prix des ressources énergétiques, ce qui va se passer, ça va être exactement le contraire. Les prix vont flamber. Lavrov, dans son interview avec la télévision d'État biélorusse, exprime l'idée que en fait la concurrence, l'Occident craint surtout la concurrence honnête et loyale parce que c'est vraiment ça qui se passe. En fait, finalement, ils jouent avec les règles, hein, les BRICS. Pour l'instant, ils ont commis de rupture avec aucune règle du capitalisme et du libéralisme en termes général. Simplement, ils ont mieux à proposer. Tout en s'abstenant de donner des coups de pied et de faire des croche-pattes aux autres. Il dit, Sergei Lavrov, nous n'avons pas besoin d'un nouveau G8, nous avons déjà des structures. Ça, c'était une réponse au fait que, notamment Pepe Escobar et puis d'autres ont parlé de ce nouveau G8 pour donner une espèce de profondeur et de signification à cette réunion qu'il y avait avec les BRICS, etc. Et donc ce terme de nouveau G8 est remonté jusqu'aux oreilles de Lavrov qui répond là-dessus en disant non, non, enfin, on n'a pas besoin de ça. En plus, on a déjà énormément de structures interétatiques, principalement en Eurasie. On a l'Union économique eurasienne, qui sert pour les processus d'intégration. On a l'initiative Ceinture et Route, donc qui joue sur le plan de l'intégration des pays, enfin, transport de marchandises surtout. Il y a des membres de ce qu'on appelle l'Association des Nations Unies de l'Asie du Sud-Est, parce que ça existe, qui suit tout ça de très près. Il y a évidemment l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Et pour chapeauter tout ça, il y a une structure globale qui s'appelle les BRICS, qui petit à petit se désolidarise du style occidental pour faire des affaires. Ils préfèrent des méthodes plus équitables qui ne font dépendre aucun processus du rôle dominant du dollar ou d'une autre monnaie. Il y a déjà le G20 qui regroupe l'ensemble des membres des BRICS, plus 5 autres pays qui en partagent des positions, tandis qu'en face, le G7 et ses partisans se trouvent de l'autre côté des barricades. C'est un équilibre sérieux, dit-il, Lavrov. Les structures qui ont été citées, donc on a eu l'OCS, BRICS, NAC, UE et CEI, reposent sur le consensus, le respect mutuel et l'équilibre des intérêts, plutôt que sur une demande d'acceptation des réalités du monde unipolaire. Donc en fait, Pepe Escobar conclut en disant, tant qu'à parler de rideau d'étain, il n'est pas très étanche ce rideau. Hein. En tout cas, on a pu déchirer le rideau ou déchirer le voile sur la véritable nature de l'organisation de pouvoir et de finances occidentale qui a dominé le monde ces 50 et 100 dernières années et qui aujourd'hui est totalement dépassée par la croissance technique, logistique, intellectuelle des pays qu'ils ont tenté d'exploiter et de soumettre
pendant tout ce temps. Donc rideau d'étain, non, plutôt rideau déchiré. L'idée du rideau d'étain a duré juste le temps de cet article et ensuite on voit que ça s'est terminé. Les nouvelles règles de la Russie, ce sera le début de notre prochaine série. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.